Bonjour, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. J'ai la conviction que chaque entrepreneur possède une histoire, chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir, et que chaque entrepreneur a franchi un cap dans son business grâce à des rencontres. Après 3 mois d'absence, le podcast fait son retour. J'ai eu le plaisir de recevoir Hugues Mély, cofondateur et directeur général de Niji et président de Bretagne Développement Innovation. Niji, c'est une société dédiée à la transformation numérique des entreprises. Hugues la présentera bien mieux que moi dans ce podcast. C'est un épisode un peu particulier puisque durant ces 1h30, l'épisode est plus tourné sur l'entreprise que sur l'entrepreneur. Dans cet échange, on parle de soif de liberté, d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat et du fait de s'investir pour son territoire. J'espère que l'épisode vous plaira. Et puis, concernant le podcast, je suis très heureux de vous annoncer que Ouest France, le premier quotidien français, devient partenaire de Serial Entrepreneur. Le podcast sera également diffusé sur leur plateforme Le Mur des Sons. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre une note sur Apple Podcast si vous écoutez cet épisode sur cette plateforme, et de vous abonner au mailing sur serial-entrepreneur.fr. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et à très vite. Salut Hugues, comment vas-tu ? Salut François, je vais très bien. Donc on va parler de Niji aujourd'hui, puisque tu es le président fondateur de cette société. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Niji ? Niji, c'est une entreprise qui allie 3 métiers. Un métier de conseil, un métier de design, au sens fondamental du design, à savoir mettre l'utilisateur au cœur de toute la démarche de conception et de réalisation, et un métier de transformation technologique pour accompagner la mutation numérique de toutes les entreprises, de tous les secteurs d'activité, de toutes les tailles. Voilà, donc c'est une entreprise de services numériques, c'est le trigramme qui convient, une ESN, mais qui a fait le choix original, il y a 17 ans, au moment de sa création, d'avoir sous un même toit 3 métiers, conseil, design et technologie, qui traditionnellement font l'objet d'entreprises distinctes, qu'on appelle des cabinets de conseil d'une part, des agences de design d'autre part, et des entreprises logicielles pour finir. Voilà. Ok. Donc Niji, ça a été créé en 2001. C'était ta première expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ? Probablement la quête de liberté. J'étais dans ma 35e année, j'avais une douzaine d'années d'expérience professionnelle derrière moi, quelques années dans la fonction publique, où j'étais d'ailleurs supposé passer ma vie, puis 8 ans, 9 ans dans un grand groupe de technologie, de l'information et de la communication, où j'avais finalement souvent eu l'occasion de me dire que si j'avais été à la place de mon patron, j'aurais fait autrement, j'aurais pris d'autres décisions. J'avais eu la chance d'avoir très jeune des managers qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient permis de progresser rapidement dans la sacro-sainte hiérarchie de ces grands groupes. J'étais assez proche de la strate dirigeante de ces groupes. J'avais voix au chapitre, si je puis dire, pour discuter des stratégies de ces grands groupes. Mais au final, la décision ne me revenait pas, elle revenait au PDG. Et plus le temps passait, plus je me disais que j'aurais pris personnellement d'autres décisions. Et ayant par ailleurs envie de quitter la région parisienne, où j'avais toujours travaillé, pour rejoindre la Bretagne, qui n'est pas ma région d'origine, mais ma région de cœur, j'ai fait converger finalement ces deux dimensions, personnelle et professionnelle, en me disant que voilà, j'allais reprendre ma liberté, créer une entreprise à ma façon, et que ce serait probablement la meilleure façon d'avoir en Bretagne un job intéressant. Et c'est ça finalement les deux carburants de cette création, c'est la soif de liberté, l'envie de reprendre ma liberté, l'envie de pouvoir assumer mes convictions et de pouvoir assumer les décisions prises en vertu de ces convictions, et puis la soif de la Bretagne, la soif de rejoindre une région, et à la conjonction finalement de ces deux dimensions, la création d'une entreprise à Rennes, avec un siège social à Rennes, et à quelque part le prétexte inavoué ou à peine inavoué de pouvoir installer ma vie personnelle en Bretagne. Ok. Cette société, tu l'as cofondée avec Christophe Dandois et Laurent Saint-Marc. Comment s'est passée la rencontre avec tes associés ? On se connaissait déjà très bien, puisque
Laurent travaillait dans mes équipes depuis 1994 et je l'avais d'ailleurs recruté à sa sortie de son service militaire. Il avait, je crois, encore quasiment la tenue militaire lorsque je l'ai recruté. Et j'avais fait quelques années plus tard, en 97, la rencontre de Christophe dans le cadre de mes équipes rennaises au sein du groupe qui nous employait tous les trois précédemment. On avait bien fonctionné ensemble, on avait fait pas mal de projets intéressants, on avait déplacé pas mal de montagnes, voilà, d'une part avec Christophe, d'autre part avec Laurent. Christophe et Laurent se connaissaient bien, bien entendu. Et lorsque j'ai décidé de créer Niji, lorsque j'ai repris ma liberté du groupe qui nous employait précédemment, après l'avoir annoncé au siège à Paris, j'ai pris la route de la Bretagne, c'était je crois le 16 juin 2001, pour faire la régate des télécoms en rade de Lorient, autour de l'île de Groix. Et je me suis arrêté le vendredi soir à Saint-Grégoire, où nous avions nos bureaux, pour faire partager à Laurent et à Christophe que j'allais quitter le groupe, que j'allais créer mon entreprise et que j'allais m'arrêter sur la route du retour de cette régate vers Paris lundi prochain au matin pour prendre un café avec eux et leur dire ce qu'allait être mon entreprise et probablement à ce moment-là leur proposer d'en faire partie, leur proposer d'en être effectivement les cofondateurs. Donc on se connaissait déjà bien. Je savais l'envie entrepreneuriale d'au moins l'un des deux, Christophe, qui ne l'a d'ailleurs pas démenti puisque quelques années plus tard il a entrepris à son tour, et j'avais dans les deux une énorme confiance, et en particulier dans Laurent avec qui je travaillais depuis longtemps déjà et qui a finalement fait à peu près toute sa carrière professionnelle avec moi. Ok. Niji, ça veut dire arc-en-ciel en japonais. Pourquoi ce choix de nom? Ah, alors je ne sais pas si mon ami Laurent, dont on vient de parler, ne m'en voudra pas un peu de dire toute la vérité sur ce sujet, mais il se trouve qu'on avait décidé pour honorer le positionnement stratégique que l'on voulait avoir, qui était assez original à l'époque, d'avoir un nom qui puisse échapper un petit peu à la banalité des noms qu'avaient à l'époque toutes les entreprises de technologie, qui s'appelaient toutes Syscom, Log, Tech, Net, ou que sais-je encore. Et on s'était dit qu'on allait prendre un nom un peu inattendu pour créer une marque, pour créer la marque de la convergence, puisque l'entreprise initialement a été créée sur cette idée de convergence, on y reviendra peut-être, et on voulait donc créer cette marque, il nous fallait donc un nom original et on n'y parvenait pas. À force d'y réfléchir, on ne le trouvait pas, et il s'est trouvé qu'un soir de début juillet 2001, à force de partager quelques bières sur une terrasse parisienne, on a fini par appeler nos épouses, conjointes respectives pour leur demander l'inspiration, et c'est l'épouse de Laurent que l'on a appelée en premier. Et il se trouve que l'épouse de Laurent doit être, si mes souvenirs sont bons, docteur de l'histoire de l'art du Japon antique, très ancrée dans la culture nippone, et elle nous a spontanément proposé que notre entreprise s'appelle Niji. On va dire, oh, mais ça veut dire quoi? C'est du japonais. Ben oui, mais venant de toi, ça ne nous surprend pas du tout. Mais encore, eh bien, le japonais, l'arc-en-ciel, ça veut dire l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel, dans la culture du Japon antique, était symbole de communication entre les hommes et les femmes, et de communication entre les hommes et les femmes et les divinités. Et on avait coutume de construire les marchés, qui sont des lieux de rencontre entre les hommes et les femmes, à des endroits propices à l'apparition d'arc-en-ciel, ce qui n'est pas très compliqué au Japon, puisqu'il fait soleil, il pleut par alternance à peu près tout le temps, pour que les hommes et les femmes ainsi réunis puissent communiquer plus facilement avec leur divinité. Et j'ai vaguement compris que l'entreprise à laquelle vous étiez en train de réfléchir traitait de communication entre les hommes et les femmes, par ce qu'on a appelé un peu plus tard le numérique. Le mot n'existait pas à cette époque. Et donc je pense que Niji lui ira très très bien. Et donc on a acheté dans l'instant cette perspective de prendre un nom japonais sans avoir jamais aucune intention d'aller commercer au Japon. Et effectivement, ça nous a à quelque part permis de construire une marque autour de l'entreprise. Ok. Comment se sont passés les premiers mois de Niji, justement, changement de cadre, premier mois en tant qu'entrepreneur, comment ça s'est passé? Alors, on a pris le temps de préparer l'entreprise, de préparer la création pendant l'été 2001.
J'avais quitté le groupe qui nous employait précédemment en juin, fin juin, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était l'été, c'était propice à ce que les uns et les autres puissent prendre un peu de leur temps pour réfléchir au positionnement de l'entreprise et la porter sur ses fonds baptismaux. Il y avait à cette époque encore un minimum de dossiers à faire, de capital social à réunir, à déposer sur le compte d'une banque, en l'occurrence le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. On a pris grosso modo tout l'été pour préparer cette entreprise. Avant de vous parler des premiers mois, je peux vous parler du premier jour, puisque le 11 septembre 2001, vers 14 ou 15 heures, j'étais dans ce qu'allait devenir notre bureau parisien, puisqu'on avait décidé de créer Niji à Rennes, mais immédiatement d'avoir un bureau à Paris, quand le fax a sonné. Et je suis allé pour récupérer ce fax et j'ai découvert progressivement que c'était l'extrait de cabis du greffe du tribunal de commerce de Rennes qui nous donnait le droit d'exister à partir du lendemain 0 heure, le 12 septembre 2001. Et au moment où j'en arrivais à peu près la moitié du fax, je sens une main lourde, moite sur mon épaule. Je me retourne et je vois le visage blafard de Jean-Luc, qui était le PDG de l'entreprise dont j'étais actionnaire et administrateur et qui m'avait proposé d'occuper quelques mètres carrés dans ses locaux le temps de démarrer la représentation parisienne de l'entreprise, qui me dit « Viens voir ». Et je laisse le fax que j'étais en train de récupérer tomber à terre. Je suis Jean-Luc dans son bureau. Il avait retourné l'écran de son PC et un certain nombre de ses salariés étaient là, assis sur une chaise, à regarder une vidéo dont je me suis approché pour voir une première Twins à Manhattan en feu et un avion aller tout droit contre la deuxième. Et là, j'ai regardé les collègues de Jean-Luc hagards en leur disant « Mais qu'est-ce que vous regardez là? Mais on devrait couper les doigts aux gens qui font des films comme ça. » Et là, les gars m'ont dit « Mais non, Hugues, c'est pas un film, c'est juste la réalité. C'est ce qui est en train de se passer. » Je l'avais compris avant même qu'ils me le disent. Et là, j'ai vu les Twins que j'aimais tant parce que j'avais passé pas mal de temps à Manhattan plus tôt, plus jeune. Je les ai vus s'effondrer sur Manhattan. Et là, j'ai compris que quelque chose allait changer. Et je suis allé récupérer mon extrait de cabis. Il était trop tard pour faire marche arrière. On avait déjà, comme je le dis souvent, plus que le bout des doigts de pied dans l'eau froide de la piscine. On avait déjà commencé à y faire quelques brasses. On avait déjà l'espoir de faire quelques traversées du bassin et d'aller chercher quelques affaires de l'autre côté. On y était et on n'allait pas en sortir comme ça, mais on savait que l'eau probablement allait devenir beaucoup plus froide. Et la suite, tout le monde la connaît. L'économie s'est effondrée, tout est devenu immédiatement beaucoup plus difficile. Mais en même temps, comme je le dis parfois, c'est dans la difficulté qu'on grandit. C'est vrai que Niji est vraiment né dans la difficulté. Niji est né à quelque part presque dans l'horreur, avec en plus un positionnement marché assez inattendu, assez peu conventionnel dans la façon de le dire, et c'est probablement ce qui nous a donné la force d'exister parmi tant d'autres. Je rappelle parfois qu'à cette époque, les grands des technologies de l'information et de la communication, que je ne citerai pas, mais qui avaient une notoriété énorme et une part énorme du marché, faisaient des plans sociaux. Ça nous a aussi permis de recruter des gens de qualité, des gens expérimentés, des gens d'expérience qui nous ont fait confiance, qui ont rejoint la Dream Team initiale et qui nous ont permis de concrétiser cette vision. Après, ça a été business as usual. Vous savez, voilà, vous avez une vision pour votre entreprise, une façon de la raconter, d'exprimer sa proposition de valeur. Vous allez à la rencontre de prospects qui parfois deviennent des clients et vous exécutez derrière les missions qu'ils vous confient, les projets qu'ils vous confient et vous gravissez une à une les marches de l'escalier, vous vous arrêtez de temps en temps sur un palier, à la fois pour accomplir les marches que vous avez gravies et reprendre un peu votre souffle avant d'aller à la conquête des suivantes. Finalement, cette croissance, ce développement, il s'est fait de façon relativement linéaire, sans grande douleur, si je puis dire, à l'exception de quelques étapes particulières dont on pourra parler tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est le début de Niji. Beaucoup de conviction, beaucoup de liberté retrouvée, liberté d'entreprendre, liberté
de prendre des risques. Vous savez, je dis souvent que l'entreprise est un couple indéfectible entre le risque et l'opportunité. Lorsque vous ne prenez pas de risque, vous ne générez pas d'opportunité. Et si vous n'en générez pas, vous n'en concrétisez pas. Et si vous n'en concrétisez pas, vous n'avez pas le carburant qui, à nouveau, vous permet, au nom de cette liberté que vous avez, de reprendre des risques. Donc, Niji, comme pour toute autre entreprise qui s'est créée, ça a été avant tout une prise de risque. Et la responsabilité d'assumer ensuite ces risques et de les transformer en opportunités, de savourer ces opportunités et de faire qu'elles constituent à quelque part le carburant d'une nouvelle prise de risque et ainsi de suite. C'est ma définition de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. C'est ce couple indéfectible entre le risque et l'opportunité. C'est aussi le fait qu'on ne peut jamais s'arrêter. Ça, c'est un autre concept intéressant, c'est que si vous vous dites à un moment ou un autre, je vais me poser, je vais ralentir, je vais faire une étape, je vais me reposer, eh bien vous êtes absolument certain de faire marche arrière. Vous savez, c'est un peu comme le vélo dans une grande descente. Si vous ne continuez pas à pédaler, eh bien la montée qui suit la grande descente, vous la franchirez jamais autrement qu'en descendant du vélo et en étant obligé de pousser la bicyclette. Donc il faut toujours pédaler, et même quand ça va bien, même quand ça donne l'impression d'être facile, même quand on est un peu fatigué, qu'on veut profiter de cette descente pour souffler un peu, faut malgré tout continuer à pédaler pour ne pas perdre le rythme et continuer à emmagasiner de l'énergie pour passer la montée qui forcément suivra la descente, quoi. Ok, donc une création marquante de Niji. 3 ans après, vous recrutez votre 100e salarié. Comment est-ce qu'on passe de 0 à 100 salariés en 3 ans? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, en aimant les gens, d'abord, je dis souvent que dans nos métiers qui sont des métiers de service entièrement fondés sur les hommes et les femmes qui portent les expertises, les expériences, les savoir-faire et les savoir-être que nos clients attendent, si on n'aime pas les gens, il faut passer son chemin. On est dans des métiers d'humains, donc pour recruter des gens, il faut aimer les gens. Il faut être en quête de vouloir accroître sans cesse la diversité des hommes et des femmes que l'on recrute, la richesse du collectif qu'ils vont constituer. Et après, le nerf de la guerre, on dit parfois que le nerf de la guerre de l'entreprise, c'est le cash. Oui, bien sûr, ultimement, le nerf de la guerre de l'entreprise, c'est la trésorerie, c'est le carburant de l'entreprise. Mais avant ça, il y a le commerce. C'est-à-dire qu'il faut fondamentalement avoir l'art et la manière de rencontrer, d'identifier, de cibler, de rencontrer des prospects, de rencontrer des entreprises qui pourraient devenir clientes, de les écouter, beaucoup d'écoute, de les écouter exprimer leurs stratégies, leurs enjeux, leurs problématiques, de réfléchir en parallèle à la façon avec laquelle vous pourriez les aider, que ce soit en conseil, que ce soit en design, que ce soit en réalisation technologique ou que ce soit l'un après l'autre. Donc cette espèce d'ingénierie permanente du cas client qui suppose de savoir rentrer très vite en intimité avec les spécificités du client et de savoir en parallèle construire à quelque part, je dis parfois architecturer au sens très large du terme, les dispositifs d'accompagnement qui vont véritablement leur apporter de la valeur et leur permettre d'aller plus vite et leur permettre d'aller plus juste, si je puis dire, à leur but. Ce qui fait d'ailleurs que dans nos métiers, on parle beaucoup d'ingénieurs commerciaux qui ne sont pas exactement des vendeurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la logique où nous avons des objets finis en quantité connue à vendre en volume à des prix fixés d'avance avec des remises éventuelles cadrées. Nous sommes en perpétuelle réinvention de ce que nous pourrions commercialiser à nos clients, de ce que nous pourrions leur apporter. Et cela nécessite de savoir pratiquer l'écoute active, de savoir vraiment laisser les clients exprimer leurs douleurs, leurs ambitions, leurs douleurs, leurs attentes, parfois même les exprimer de façon pas consciente, mais les exprimer quand même, les intégrer et en parallèle faire naître finalement avec eux la perspective de pouvoir ensemble construire quelque chose de plus pertinent et de plus fort. Et c'est un métier
absolument passionnant et en même temps fondamentalement difficile, parce qu'une fois de plus, quand vous arrivez chez votre client, vous n'avez, comme je le dis parfois, strictement rien à lui vendre, si ce n'est avant tout à l'écouter, et ce qui est, j'insiste un peu, une posture extrêmement différente, une posture d'empathie qu'assez peu de gens peuvent avoir. Et il ne s'agit pas, comme je le dis parfois aussi, de ne ramener que les notes de frais du déjeuner que vous avez eu avec le client à la maison pour se les faire rembourser. Non, de temps en temps, il faut ramener des commandes ou des espoirs de pouvoir être consulté dans le cadre d'un appel d'offres et de pouvoir ensuite effectivement répondre. Et si on est le meilleur, gagner et fêter. Hein. Et donc le commerce est le nerf de la guerre. Donc comment on passe de 0 à 100 personnes dans une entreprise comme la nôtre au bout de 3 ans? Eh bien, c'est en se bougeant pour aller rencontrer le plus possible de clients, aller les écouter. Et d'ailleurs, au passage, c'est un vrai bonheur que de les écouter dans leur diversité, exprimer leurs enjeux, exprimer leurs ambitions, exprimer leurs problématiques, et en s'organisant derrière, avec les équipes qui vont bien, pour bâtir des solutions, au sens large du terme solution, qui vont leur permettre d'aller plus vite et d'aller plus loin. Donc tout commence par le commerce et tout continue ensuite par la qualité d'exécution, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser dériver votre organisation de production et produire de la non-qualité. Vous ne pouvez pas décevoir vos clients, vous êtes obligé de les satisfaire, vous êtes obligé d'en faire des références actives, comme on le dit parfois, parce qu'effectivement, vous allez être amené à les faire témoigner, vous allez être amené, quand vous êtes dans les débuts de votre entreprise, à leur proposer de vous recommander, à leur demander de bien vouloir ouvrir leur carnet d'adresses pour en rencontrer d'autres. Donc il est absolument fondamental, au-delà de la phase de développement commercial, d'exécuter sans faille. Et exécuter sans faille, ça veut dire prendre des risques, là encore, d'avoir tout de suite à bord le panel des expertises nécessaires, d'avoir de l'expérience, de ne pas recruter, comme je le dis parfois, que des petits jeunes à bord, parce que ça, oui, c'est facile, c'est sympathique, mais enfin, il faut aussi un peu de poil aux pattes, il faut aussi un peu de cheveux gris pour prendre et assumer les engagements de bonne fin que vos clients attendent de vous. Et c'est très très important de vous extraire très vite du stade de petite entreprise, parce que dans le stéréotype comportemental des marchés, et en France en particulier, les petites entreprises n'ont pas toujours beaucoup de crédit pour travailler avec les grandes. Et pourtant, ce sont les grandes qui potentiellement les emmèneront loin. Et là, probablement que mes 12 années d'expérience, enfin au moins les 8 ou 9 années que j'avais passées dans le privé, c'est comme ça qu'on disait à l'époque quand on venait du public, m'ont énormément servi. Le fait d'avoir eu assez rapidement des responsabilités réelles au sein des grands groupes pour lesquels j'ai travaillé m'a conduit à rencontrer à bon niveau pas mal de gens, à construire avec eux une relation durable que j'ai pu activer le moment venu lorsqu'on a créé Niji pour redémarrer quelque chose dans un cadre relationnel qui était déjà établi. Donc ne pas avoir peur de monter à la capitale. J'ai passé les 15 premières années de ma vie à la tête de Niji à passer en moyenne 3 jours par semaine à Paris. Ça, il faut le dire aussi, alors que j'avais fait le choix personnel de m'installer à Rennes, de vivre pleinement la Bretagne. J'ai découché, comme on dit, 2 nuits par semaine en moyenne pendant 15 ans. C'est harassant, à quelque part, quand on a fait le choix de s'installer en région et de vivre tous les atouts, finalement, personnels, qui sont ceux d'une région comme la Bretagne. Mais il faut le faire. C'est le prix à payer pour conquérir les tours à la Défense, qui héberge probablement 80-90% de la capacité d'achat, si je puis dire, de l'économie française aujourd'hui en matière de transformation numérique, puisque c'est ce dont on s'occupe. Donc, du commerce, de l'exécution sans faille, du travail, beaucoup de travail, de l'abnégation, créer une entreprise
et c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu oublié depuis, à l'heure où l'argent est devenu un peu plus facile, par le haut des bilans des entreprises. À notre époque, l'argent ne pouvait venir que par le bas des bilans de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne pouvait investir dans notre développement que l'argent, que notre compte de résultat nous conduisait à gagner. À l'image d'ailleurs de ce que sont les situations de la très grande majorité de nos clients. Et donc, de l'abnégation, beaucoup de travail, de la pugnacité, et on passe très très vite le cap des 100 personnes. Je ne l'ai pas vu passer. Je disais 3 ans, oui, peut-être, mais je n'ai pas vu passer beaucoup plus, d'ailleurs, celui des 200 personnes. Hein. Et d'ailleurs, en parlant des 200 personnes, j'ai lu ou vu une anecdote assez sympa. C'est que tu as passé l'entretien des 250 premiers salariés de Niji, c'est ça? Oui, je pense avoir vu un tutu personné en entretien de recrutement première passe, si je puis dire, hein, c'est-à-dire entretien initial avant les autres, probablement les 250 premières personnes de Niji, ce qui m'a valu une relation particulière avec elles, c'est certain, dans la durée, ce qui probablement a renforcé encore un peu leur fidélité à l'entreprise, ce qui probablement aussi a créé un peu plus de douleur lorsqu'elles s'en sont allées, ce qui est toujours bien légitime dans la carrière de quelqu'un, et notamment quand il s'agit d'un jeune, puisqu'on a aussi recruté des jeunes, indépendamment de ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de recruter aussi des gens d'expérience, des gens plus seniors. Et puis, je suis passé je dirais, en deuxième rideau, hein, en mode où probablement les 250 personnes qui ont suivi, je ne les ai vues qu'en entretien de finish, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire que voilà, la messe était dite, c'est-à-dire que les équipes avaient décidé que ces gens nous rejoindraient, avaient fait partager aux intéressés le bien fondé de nous rejoindre, et voilà, j'étais finalement un petit peu le monsieur plus, parce que je pouvais raconter à ma façon l'entreprise, un peu comme je le fais là ce soir, et parce que c'est toujours valorisant, surtout quand on commence à avoir une entreprise d'une taille de 100, 300, 400 personnes, de pouvoir rencontrer le président fondateur. C'était aussi des entretiens plus courts, moins engageants sur le fond, moins exigeants en termes d'approfondissement, qui finalement me permettaient de continuer à les faire, aller jusqu'à la 500e personne. Okay. C'est quelque chose, une chose à laquelle je suis très très attaché. Je continue aujourd'hui à faire des matinales qui sont des petits déjeuners, un mercredi sur 2 à Paris, un vendredi sur 4 à peu près à Rennes, une fois toutes les 5-6 semaines à Nantes, une fois tous les 2 mois à Lille, à Lyon et à Bordeaux, où j'invite à bâton rompu une douzaine de collègues à partager un petit déjeuner, tantôt dans les locaux de Niji, tantôt à l'extérieur, au cours duquel on fait d'abord un tour de table pour que chacun dise qui il est, sur quoi il travaille, pourquoi il est là, d'où il vient, voilà. Et ensuite, ce sont toutes les questions possibles et inimaginables qui sont posées à bâton rompu. Il n'y a pas de hiérarchie. Les gens ne sont pas là nécessairement avec leur manager, leur patron, leur directeur, que sais-je. Le tour de table est fait de sorte à ce que la plus grande diversité de gens, de métiers, d'ancienneté, d'expérience soit représentée. Et il n'y a pas de questions taboues. En 17 années de ces matinales, puisqu'on les a commencées très très tôt, je n'ai jamais été amené à dire que je ne répondrais pas à la question, ce qui serait pourtant de mon plus grand droit si je venais à considérer qu'il doit en être ainsi. Et c'est pour moi un énorme baromètre social. Ça me permet de voir en vraie grandeur l'état de forme des équipes, ce qui les titille, les questions qu'ils se posent. Ça me permet aussi de prendre le temps de répondre de façon approfondie à des questions qui sont souvent très pertinentes, de réfléchir en même temps que je fais la réponse à la question qui m'a été posée, qui engage souvent des pans importants de développement de l'entreprise, et j'adore ces moments d'échange. Donc la relation aux gens, le partage avec les gens, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Après, 500 personnes,
ça a été un peu plus compliqué de m'impliquer. Ouais, Je continue à m'impliquer uniquement pour le recrutement des commerciaux, parce que je crois fondamentalement dans l'importance de cette fonction. Non pas que toutes les fonctions n'aient pas d'importance, mais j'ai dit tout à l'heure combien, à mes yeux, le commerce était quelque chose d'important. C'est aussi un univers dans lequel on peut très facilement se tromper. C'est pourquoi on n'hésite pas à multiplier les entretiens de recrutement en amont. Et je participe aussi au recrutement, on va dire, voilà, du comité de management élargi de Niji, qui compte une quarantaine de personnes, lorsqu'il est amené à s'enrichir ou à se renouveler. Ok. Donc en 2006, ouverture d'un troisième site à Lille. Ensuite, en 2008, ouverture à Nantes. Qu'est-ce que ça vous a apporté stratégiquement, ces ouvertures La possibilité de repartir à zéro, ne jamais oublier ce que ça peut vouloir dire. Je dis parfois à mes équipes et à mon directeur général délégué, on en reparlera tout à l'heure, que pour devenir grand, il faut savoir rester petit. Et qu'à défaut de ne pas savoir rester petit, on court le risque de devenir gros. Et gros n'est pas tout à fait la même chose que grand. Et dans l'histoire de Niji, le fait d'ouvrir de nouveaux sites, en partant de rien toujours, en arrivant dans une ville qu'on ne connaît pas, dans laquelle on recrute juste une première personne qui va porter nos couleurs et entraîner les premières années de notre développement, c'est à quelque part recréer une entreprise, c'est à quelque part agir en mode start-up, comme on pourrait le dire aujourd'hui. En tout cas, ça impose de ne pas se laisser entraîner à la simplicité du petit nombre de sites qui grandissent et qui deviennent de plus en plus gros. Vous voyez, j'ai dit gros. Ça oblige à répartir, ça oblige à partager, ça oblige à se rapprocher encore plus d'une clientèle régionale qui m'est chère. Alors ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Niji tient par-dessus tout à son ancrage territorial. Je considère qu'on est une entreprise régionale ancrée dans un territoire, la Bretagne. On a su très tôt, c'est-à-dire simultanément à la création de l'entreprise, monter à la capitale, comme on dit parfois, et s'installer à Paris, parce que je savais que pour longtemps, les grands groupes internationaux et nationaux seraient ceux qui nous tireraient à la vitesse à laquelle j'avais envie d'être tracté. Mais avant tout, fondamentalement, Niji est une entreprise régionale. Je ne suis jamais plus heureux que quand je peux être avec d'autres chefs d'entreprise de territoire, des clients de type PME, ETI, entreprises de taille intermédiaire dans les territoires. Et pour apprendre à les connaître, pour en découvrir de plus en plus, dans une diversité croissante, eh bien, il faut multiplier les territoires dans lesquels on s'installe. Donc Lille en 2006, comme Nantes en 2008, ont procédé de cette volonté de ne pas laisser Niji s'installer dans la croissance tranquille du bipôle Rennes-Paris, et dans cette envie de découvrir d'autres tissus économiques, marqués probablement par d'autres dimensions. C'était probablement celle du retail avec toutes les enseignes de la distribution à Lille. C'était probablement plus de grandes ETI dans les pays de la Loire qu'en Bretagne, qui n'en comptent qu'une toute petite poignée. Et plus tard, on est allé à Lyon, c'était l'industrie, et tout récemment, on est allé à Bordeaux. C'était à nouveau cette soif de redémarrer en partant de rien, de se rechallenger sur la capacité à recréer. Et forcément, on le fait de mieux en mieux, on le fait de plus en plus vite. Lyon est passé de 0 à plus de 40 personnes en moins de 2 ans. Bordeaux est sur le chemin de faire à peu près la même performance. Et ça permet, au bout du compte, de construire une entreprise très distribuée. Notre force, c'est vraiment de savoir faire travailler les unités entre elles pour servir les clients où qu'ils soient. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare chez Niji qu'entre Lyon et Bordeaux, on coproduise un projet à destination d'un client de Lille, ou qu'entre Rennes et Lyon, on coproduise un projet à destination d'un client de Bordeaux. Donc il y a vraiment cette logique de fonctionnement collaboratif, de fonctionnement distribué.
qui nous permet d'ailleurs au passage aujourd'hui, à l'heure où recruter des talents est quelque chose d'extrêmement difficile, de jouer un peu toutes les cartes des attractivités des territoires, parce que les gens qui veulent s'installer et trouver un job à Bordeaux ne sont pas animés des mêmes envies, des mêmes forces, en tout cas pas exactement que ceux qui veulent le faire à Rennes, à Nantes, à Lille ou à Lyon. Donc on joue aussi énormément cette carte de la variété des territoires et des facteurs d'attractivité très différents. On joue pleinement la carte de la LGV, qui vraiment aujourd'hui met à moins de 2 heures de Paris toutes les villes que je vous ai citées. Et voilà, ça permet de démultiplier aussi la croissance. Ok. En 2011, Niji dépasse les 400 salariés et crée Kurmi Software. Donc on va parler d'intrapreneuriat forcément et de l'importance de l'intrapreneuriat. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, on a beaucoup promu au cours des quelques années qui viennent de s'écouler l'entrepreneuriat ex abrupto, c'est-à-dire en partant de rien. Voilà, on se retrouve à 2 ou 3 copains et on crée une entreprise. Moi, je crois fondamentalement que l'entreprise elle-même est le meilleur creuset d'entrepreneuriat, et ça s'appelle alors peut-être l'intrapreneuriat, si on veut trouver un nom particulier pour le dire. C'est un peu comme les bébés dans le ventre de la maman. Je dis parfois, c'est comme les bébés dans le ventre de la maman. C'est là qu'ils prennent tout leur ADN, c'est là qu'ils trouvent toute leur force, tous leurs traits caractéristiques. Et puis, un jour, ils sortent du ventre de la maman et on coupe le cordon ombilical. Et voilà, ils prennent leur indépendance, leur autonomie et ils grandissent. Donc, l'entreprise est un bon nid pour couver quelques idées intéressantes, faire que de petits poussins naissent qui deviennent de petits oiseaux et que le moment venu, effectivement, on les laisse s'envoler, mais en veillant à ne pas les pousser trop tôt hors du nid au risque de les voir s'écraser sur le trottoir. Ce qui est intéressant, c'est de les voir s'envoler et de pouvoir ensuite les voir grandir, être de plus en plus majestueux et voler parfois plus loin et plus vite que vous-même. Alors effectivement, on a fait ça en 2011 avec Kurmi Software, qui procédait d'une idée qui était de ne plus répondre en mode projet à des besoins particuliers de clients, comme on a l'habitude de le faire, mais de répondre dans une approche produit aux besoins d'un marché. Aux besoins d'un marché que nos activités de conseil et de réalisation technologique nous avaient permis de déceler, nous avaient permis d'entrevoir, quasi au rang de signaux faibles, et de dire voilà, il y a un trou dans la raquette qui se dessine à tel endroit de ce marché, on le voit, on a la capacité à le penser, on a la capacité à le réaliser, on va le faire en propre, sans attendre que quiconque nous le commande, qu'aucun client nous le demande, parce qu'à la limite, les clients ne le voient peut-être pas aussi bien que nous aujourd'hui, et on va le faire, on va donner vie à ça. Et lorsqu'on aura suffisamment donné vie à cette solution, on va aller à la rencontre de clients qui nous paraissent être représentatifs d'une tendance d'évolution du marché dans ce sens, et on va leur proposer d'acheter notre produit, de l'utiliser et à quelque part d'en valider la preuve du concept, comme on dit parfois, les proof of concept. Et donc on a fait ça, on a réservé une petite équipe dédiée au développement d'un produit. On l'a fait manager en tant que tel par quelqu'un d'expérience. On en a totalement isolé le compte d'exploitation. Ça n'était pas Niji, c'était autre chose que Niji. On savait exactement au centime près ce qu'on y investissait, quelles expertises on y consacrait. Et j'ai dit, voilà, laissons-nous 18-24 mois. Si on passe un cap défini par un certain nombre de clients pilotes satisfaits, par un certain degré d'avancement de l'exécution de la roadmap, donc du plan produit, par un minimum de chiffre d'affaires aussi, alors on spin-offera cette activité qui n'a rien à faire dans Niji parce que ça n'est pas du tout le même modèle. On ne peut pas avoir dans une même structure un modèle d'éditeur de logiciels qui fait un produit et un modèle d'entreprise de services numériques qui mène des projets. Donc on le spin-offera, ça deviendra une entreprise à son tour qui aura sa marque, Kurmi Software, son organisation, son pilotage, son directeur général. Et on a ainsi donné vie à un éditeur de logiciels qui depuis vit sa vie
et qui aujourd'hui possède une filiale aux États-Unis avec un bureau à New York, une autre au Canada avec un bureau à Montréal, une autre en Allemagne avec un bureau à Berlin, qui fait 80% de ses ventes en 2018 partout dans le monde, en Australie, au Japon, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Italie, que sais-je encore, qui est promise à un développement magnifique, qui a des relations stratégiques avec des acteurs leaders au plan mondial, que sont des gens comme Microsoft ou des gens comme Cisco, et qui, là encore, ce qui est assez inédit, comme Niji, n'a grandi que de façon organique, autofinancée, sans les fameuses levées de fonds dont tout le monde parle aujourd'hui. Une fois de plus, l'argent dont on dispose pour notre développement, c'est celui qu'on gagne en exécutant le modèle qu'on a choisi d'exécuter. Et je trouve ça très sain. C'est un peu paysan breton, mais je crois que les paysans bretons ont largement montré avant beaucoup d'autres leur force, leur résistance, leur capacité de succès et de développement. Cette entreprise est managée par un directeur général au profil adapté. Je n'en suis que le président. Il y a finalement aujourd'hui très peu de synergie, pour ainsi dire, pas avec Niji. Et Kurmi Software vit sa vie avec bien sûr un siège social à Rennes également, toute l'équipe de R&D et de Product Management à Rennes, et puis tout le reste à Paris et dans les pays que j'ai cités. On a fait un peu plus tard la même chose avec Ikumbi Solutions en 2013, la question que tu allais probablement me poser. Exactement. J'anticipe. Là, un chef de projet, Jonathan, un jour est venu me voir en me disant « Hugues, on vient de mener 2 projets coup sur coup pour 2 clients avec Salesforce. Est-ce que tu connais? C'est absolument génial. » Alors, écoute, je connais vaguement de nom. Je ne peux pas trop te dire ce que j'en pense parce qu'honnêtement, je n'ai pas approfondi. Mais si tu le dis, ça doit être bien. Je vais regarder. Mais pourquoi veux-tu m'en parler? Parce que Niji tout entier devrait être partenaire de Salesforce. Et là, soif de liberté, souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure, la liberté me semble être vraiment la première valeur de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas envie d'être lié à un tel ou un tel ou un tel. Je sais que Niji est fondamentalement épris de liberté, d'indépendance dans ses prises de position, dans ses points de vue. Et à cette époque, en 2012, pour être plus précis, je sais que Niji ne parviendra pas à se mettre en ordre de marche pour devenir un partenaire majeur d'un éditeur de logiciels qui a le vent en poupe et qui va s'imposer au plan mondial comme Salesforce. Mais en même temps, j'ai envie de le jouer. Je vois la motivation de Jonathan de le faire et je dis banco, on va le faire, mais si tu veux bien, on ne va pas le faire dans Niji parce que ça va être promis à l'échec. Il n'y aura pas la concentration suffisante de la part des équipes, il y aura toujours cette envie de faire autrement qu'en utilisant les produits de l'éditeur, parce qu'on a une meilleure idée, et après tout on pourrait le faire plus vite nous-mêmes, et ça ne va pas marcher, on perdra du temps et probablement de l'argent. Donc on va le faire, mais on va le faire dans le cadre d'une filiale dédiée qu'on a appelée Ikumbi Solutions, et comble de l'histoire, tu en es l'inspirateur. C'est grâce à toi que l'idée arrive, on va l'intraprendre, mais tu n'en seras pas le patron, parce que pour être le patron d'une telle activité, il faut avoir un savoir-faire lié au monde du développement des partenariats avec des éditeurs de logiciels, du développement de ce qu'on appelle les professional services, les services d'intégration, de conseil d'intégration autour des produits, et je te propose de recruter sur le marché quelqu'un qui sait faire ça, qui aura la tempe un peu grisonnante, mais qui saura nous faire aller vite et dérouler finalement les codes de bonne conduite avec l'éditeur. Et en 4 ans, on est passé de rien à une 50aine de personnes, au point que fin 2017, Ikumbi Solutions était l'un des premiers partenaires indépendants en France de Salesforce. Je dis indépendant, c'est-à-dire pas une activité Salesforce parmi d'autres dans des organisations de géants. Et là, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de synergie avec Niji, beaucoup de synergie parce qu'ensemble on parvenait à aller chercher des projets plus gros, parce que les produits de Salesforce ne répondaient pas toujours à 100% des besoins des clients et Niji devait intervenir dans le cadre de ses activités de réalisation logicielle pour compléter, pour intégrer au système d'information de nos clients. Et Salesforce étant dans l'intervalle passé
d'une cible de clientèle initiale plutôt petites entreprises, SMB, Small and Medium Business, entreprises de taille moyenne et intermédiaire, à une cible de grands comptes, à une cible de grands groupes, cible dans laquelle Niji réalise 80% de son chiffre d'affaires. Salesforce voulant percer un certain nombre de secteurs économiques dans lesquels on était très présent, on a dit, ben voilà, on va réintégrer Ecombi Solutions dans Niji et ça deviendra notre business unit, la 5e business unit de Niji, totalement en charge de l'intégration de l'offre produit de Salesforce et de l'intégration d'un certain nombre d'offres produits compagnons que Salesforce ne couvre pas, dont Salesforce ne couvre pas les périmètres fonctionnels, dans lesquels d'ailleurs Salesforce a parfois investi pour en accélérer le développement. Et c'est comme ça que cette business unit est aussi intégratrice de l'offre d'Akeneo à Nantes, de l'offre de Dolmen à Rennes, de l'offre d'OpenSale à Paris. C'est notre sanctuaire de savoir-faire en matière d'intégration produit tiers et ça se développe du feu de Dieu. Voilà donc un petit aller-retour, lucidité, dans l'État on ne sait pas le faire, on va le faire à l'extérieur. On le fait à l'extérieur, ça marche, on l'accélère, on le réussit, c'est un succès et on le ramène chez les parents parce qu'on considère que ça pourra encore mieux s'y développer, encore plus vite et créer encore plus de valeur. Ok. Quelques années après, donc Niji arrive à Lyon et à Bordeaux. Donc tu nous as parlé de l'importance de Niji d'être présent sur tout le territoire. Justement, on va parler de ce territoire. Tu es également président du directoire de Bretagne Développement Innovation. C'est quoi justement l'importance de s'investir pour le territoire ? Bah, c'est le fait qu'on l'aime, le fait qu'on aime le territoire qu'on a choisi, dans lequel on a choisi de vivre et d'entreprendre, dans lequel on revient le plus rapidement possible dès que l'attraction parisienne nous en laisse la possibilité. Le territoire dans lequel on a noué avec le temps des relations avec des élus qui portent à quelque part l'ambition politique de ce territoire, des relations avec d'autres chefs d'entreprise, parce que, je le dis souvent, moi je suis passionné par la chose entreprise et donc par extension par les chefs d'entreprise et j'ai soif d'apprendre à connaître ces chefs d'entreprise et dont je ne suis qu'un finalement parmi tant d'autres à l'échelle du territoire. Et cette opportunité, à un moment ou un autre, alors d'abord d'intégrer le directoire de l'Agence de développement économique et d'innovation en entreprise de la région Bretagne, qui s'appelle effectivement Bretagne Développement Innovation, BDI, puisque je n'ai été entre guillemets que membre du directoire pendant 4 ans. Et la possibilité, ultimement, effectivement, d'en prendre la présidence. Alors, ça ne se prend pas, à proprement parler, puisque c'est un directoire de 14 chefs d'entreprise qui élisent leur président. En tout cas, la possibilité d'être élu à la présidence de ce directoire et de pouvoir contribuer de façon beaucoup plus explicite au développement économique et à l'innovation dans les entreprises, en lien étroit avec la stratégie de développement du territoire telle qu'elle est portée par son exécutif politique, par son président, par ses vice-présidents, par ses services aussi, et le sentiment d'être finalement plus utile au territoire, encore plus utile au territoire qu'en étant entre guillemets que l'un de ces chefs d'entreprise, fût-il très impliqué dans l'innovation, mais un chef d'entreprise parmi tant d'autres. Et là, la possibilité de mettre son expérience de chef d'entreprise, ses réseaux, sa connaissance du monde économique au service de toute la communauté, d'interagir avec de nombreuses autres initiatives qui existent à l'échelle d'un territoire, parce que voilà, à plusieurs on est plus fort, et de pouvoir aussi être un ambassadeur encore plus légitime de son territoire à l'extérieur de son territoire, parce que, une fois de plus, quand on est un chef d'entreprise de Bretagne, on peut faire rayonner la Bretagne partout à l'extérieur de la Bretagne, mais quand on est en plus le président de l'Agence de développement économique, alors on est encore plus légitime de faire rayonner la Bretagne, ses talents économiques, ses capacités d'innovation. Alors,
ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça, c'est faisable lorsque vous êtes bien entouré. Hein, lorsque vous êtes bien entouré et lorsque l'organisation de votre entreprise ne vous rend pas prisonnier de votre entreprise et vous permet de consacrer du temps et de l'énergie ailleurs, en comprenant que ailleurs, vous allez aussi apprendre énormément de choses que vous allez ramener finalement dans votre entreprise et qui vont alimenter, là encore, la continuation de son développement. Et ça, c'est rendu possible lorsque vous faites vraiment le choix de déléguer, lorsque vous faites vraiment le choix d'être secondé. Et on en a un peu parlé tout à l'heure. J'avais mes deux associés de la première heure, Laurent et Christophe. Laurent est toujours là, en pleine forme, avec le rôle clé de piloter tout notre business sur un secteur énorme qui représente plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Niji en 2018. Il est, voilà, comme je l'ai connu depuis que je l'ai recruté en 1994. Et Christophe a fait récemment d'autres choix, puisqu'il a décidé en 2015 de quitter Niji pour à son tour retrouver cette liberté totale d'entreprendre et entreprendre dans un secteur qui lui était cher, qui était celui des assurances, qui sont un secteur profondément bouleversé par le numérique. Et il a voulu à son tour goûter à l'euphorie, je dirais, de ces startups que l'on crée en partant de presque rien, armés d'une vision très prospective, très disruptive parfois du marché. Alors, il n'était pas totalement armé de rien parce que, bon, quelques années quand même chez Niji où il a appris énormément de choses, et en particulier dans ce secteur. Et donc, j'ai vu Christophe s'envoler à son tour et créer son entreprise. Et au même moment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse venir du 109 dans la maison. Hein, et donc, fin 2014, j'ai fait monter à bord celui qui est aujourd'hui le vrai numéro 1 bis de Niji, hein, qui s'appelle Jérémy Manigne, qui est directeur général exécutif de Niji, avec qui je fonctionne vraiment en mode président DG, même si je suis toujours PDG de l'entreprise. On partage vraiment tout, hein, dans l'exécution de l'entreprise. Et c'est ça qui me permet aussi de retrouver un peu de liberté d'aller faire des choses ailleurs, et notamment au sein de BDI. Avec toujours un retour pour Niji, des rencontres que j'y fais, des réflexions que les membres du directoire, par exemple, 14 chefs d'entreprise de toute la Bretagne me permettent de partager, d'avoir chacun dans son domaine, et toujours ramener finalement dans son entreprise l'inspiration, le questionnement, l'ouverture sur le monde finalement que ce type d'implication permet d'avoir. Ok. Donc ton investissement, il ne s'arrête pas là, puisque tu fais partie de conseil d'administration de nombreuses entreprises, dont Deltador. Qu'est-ce que t'apporte justement cet investissement-là? Alors, oui, effectivement, Deltador d'une part et le groupe Lacroix d'autre part, et d'ailleurs dans l'ordre d'antériorité, d'abord le groupe Lacroix depuis pas loin de 10 ans, donc un magnifique groupe nantais qui possède notamment une activité importante en région rennaise dans le domaine de la gestion intelligente des réseaux d'eau. Et Dieu sait que l'eau, le grand cycle de l'eau est quelque chose d'extrêmement important à l'heure d'une économie qui se veut plus éco-responsable. Donc effectivement, amener modestement ses compétences, son expérience, son recul parfois, au fonctionnement de la gouvernance de groupes familiaux. J'insiste beaucoup, familiaux, à management patrimoniaux, à management très ancré dans le territoire, à management parfois encore patriarcal, et accompagner justement, comme ça a été le cas pour Lacroix, la transmission managériale d'une génération fondatrice vers la génération suivante, à la manœuvre pour pérenniser, pour accélérer, pour diversifier la croissance du groupe. Donc
découvrir des préoccupations différentes aux siennes, des secteurs d'activité différents, jamais radicalement éloignés toutefois, pour pouvoir trouver assez vite une forme d'opérationnalité dans ce qu'on amène. Découvrir, là encore, des gens différents, parce que ces structures de gouvernance, qu'elles s'appellent conseil d'administration ou conseil de surveillance, finalement font converger en général des profils d'horizons très variés qui ont été choisis justement pour la variété de leurs horizons, parce que diversité est source de richesse. Et si l'on veut amener plus de richesse dans la gouvernance d'un groupe, alors il faut s'ouvrir à la diversité. Donc toujours et encore, de nouvelles rencontres, de nouvelles écoutes, de nouveaux questionnements, de nouveaux apprentissages, et la découverte de problématiques qui sont parfois très différentes de celles que l'on peut avoir dans son entreprise, que celles que l'on peut avoir eues jusqu'ici dans son entreprise et que l'on pourrait être amené à rencontrer plus tard. Alors autant anticiper, avoir la chance de côtoyer ces problématiques un peu plus tôt, puisque elles se présentent dans les groupes dont on accompagne la gouvernance. Voilà ce que ça apporte. Et puis c'est donner de son temps, donner de son énergie aussi pour aider les dirigeants finalement à ne pas être un peu dans le syndrome de la solitude au moment de prendre des décisions importantes et de pouvoir se retourner vers leurs organes de gouvernance pour prendre conseil, pour challenger les idées, challenger les décisions. Donc Delta d'Or, c'est une longue histoire aussi. Je n'ai pas toujours été membre du conseil de surveillance. Ça n'est finalement qu'assez récent. Et je suis d'ailleurs aussi président du comité stratégie et technologie du groupe, ce qui dans un groupe de technologie est quand même la marque d'une confiance importante que me fait à la fois la famille fondatrice, actionnaire, la famille Renault, et le président du directoire assez récemment nommé, Pascal Portelli. Ça fait malgré tout plus de 10 ans que je suis informellement, on va dire, associé à toutes les étapes importantes de ce groupe, aux côtés de la famille Renault. Donc je le connais de fond en comble. Bien évidemment, dans un univers comme le sien, qui est celui de la domotique, la place du numérique est absolument fondamentale. Beaucoup de transformations des activités du groupe se sont faites, se font et vont se faire encore plus, je dirais, dans la lumière du numérique, dont je suis supposé être un peu un spécialiste, en tout cas, voilà, l'un des acteurs aguerris. Donc, possibilité d'apporter beaucoup de choses aussi, ouvrir ses carnets d'adresses à l'heure où ces groupes ont besoin de rencontrer des gens nouveaux dans des univers qu'ils ne connaissent pas, ouvrir instantanément son carnet d'adresses, aider à avoir des rendez-vous, accompagner que ces rendez-vous se fassent et se fassent bien, parce qu'on connaît de part et d'autre les personnes qui vont se rencontrer. On en connaît toutes les particularités comportementales, les centres d'intérêt respectifs, les zones peut-être un peu de conflit. Et donc on veille à conduire le rendez-vous pour qu'il soit parfaitement fructueux. Et réciproquement aussi, de temps en temps, bénéficier de la part des dirigeants de ces groupes de la même ouverture de leur carnet d'adresses vers des gens qu'on a à son tour besoin de rencontrer. Et toujours veiller, bien sûr, à ce que ces groupes considèrent pleinement dans leur développement le bien fondé d'être ancrés en Bretagne, de rester en Bretagne et de participer à leur façon encore plus au développement de l'économie bretonne. Et si je prends l'exemple du groupe Lacroix, qui est un groupe nantais, jamais le groupe n'a autant investi en matière d'innovation, en matière d'équipe placé au cœur de son innovation logicielle et dans la data à Rennes, alors que finalement le siège du groupe est à Saint-Herblain. Mais le groupe investit suffisamment dans d'autres univers dans les Pays de la Loire, et je suis personnellement
très, très satisfait, de façon presque un petit peu gourmande, au sens de la gourmandise, au sens du petit bonbon acidulé qu'on savoure, que la Croix fasse ainsi le choix de faire confiance au mix d'expertise et de compétences de la région rennaise pour ces nouvelles activités qui vont devenir de plus en plus stratégiques pour lui. Donc voilà tout ce que peut apporter la participation à ces organes de gouvernance qui au final ne cumulent jamais beaucoup plus que quelques poignées de demi-journée que l'on donne chaque année pour des réunions, pour préparer les réunions, pour y assister, et probablement des dizaines d'heures d'échanges téléphoniques, quasi temps réel, avec les dirigeants qui, à un moment ou un autre, ont envie de partager, ont une question à poser, ont une information à valider. Et donc au-delà du côté très planifié des réunions de conseil, au-delà de la préparation très structurée de ces conseils, il y a toute l'interaction quasi permanente qui existe finalement par SMS, par mail, par échanges vocaux pour régler souvent très très vite quelques petites questions, quelques petits problèmes et avoir au final le sentiment d'apporter quelque chose, de rendre un service et de partager son expérience, ses compétences et ses convictions parfois. Ok. Tu apportes également ton aide auprès de jeunes entrepreneurs, notamment avec Yao Bretagne. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Et puis, que conseillerais-tu à un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, justement? Alors, oui, donc il y a cette très très belle initiative Yao de mon ami Marayo. J'en suis partenaire, mais je dois être très honnête, pas complètement assidu. Voilà, pour tout un tas de raisons qui n'ont rien d'ailleurs de particulièrement malicieux, mais voilà, qui ont juste trait au cours des choses et qui font que voilà, je n'ai pas eu tant que ça la possibilité de parrainer, puisque le terme c'est le parrain, des jeunes entrepreneurs de Yao. Voilà, ça changera peut-être et il n'y a pas de regret à avoir. En tout cas, voilà, ce réseau a absolument toute ma confiance et tout mon respect. Il peut me demander tout ce qu'il veut. Mais le fait est que jusqu'à présent, je n'ai accompagné que quelques entrepreneurs Okay. et voilà. J'en accompagne d'autres à travers d'autres initiatives, notamment celle du village Baïséa de la Caisse régionale du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et d'autres à Paris d'une autre façon. Alors, qu'est-ce que je conseillerais? Eh bien, la lucidité. La lucidité. Je pense que la lucidité est un trait de caractère, un élément de posture, je ne sais pas comment le dire, en tout cas un point absolument fondamental dans le fait d'entreprendre, la lucidité, c'est-à-dire être toujours très conscient de ce que les choses sont et de ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire ne pas se raconter des histoires, être en prise directe avec la réalité des choses et toujours tout faire pour connaître au plus profond et au plus immédiat la réalité de l'exécution de l'entreprise qu'on a créée ou qu'on se promet de vouloir créer ou qu'on est en train de développer. Donc, et ça peut paraître évident quand on le dit comme ça, mais la lucidité est aussi quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on vit dans un monde extrêmement médiatisé où on voudrait laisser croire que tout est très facile, que tout le monde réussit tout. On est dans un monde d'ultra-communication où tout le monde vit en réseau, connecté de façon permanente à tout et au final souvent à rien. On finit par être un peu grisé par ça, potentiellement par y perdre un peu la tête, en tout cas par oublier de savoir de temps en temps s'asseoir, se calmer, rester seul avec soi-même, comme je le dis de temps en temps, et vraiment se poser la question de savoir ce que les choses sont et ce qu'elles ne sont pas. Et souvent,
on se rend compte que pour beaucoup, elles ne sont pas. Et là, on prend peur, parce qu'on se dit, mon Dieu, les choses ne sont pas ce que j'avais pensé qu'elles seraient, ou ce que j'entendais dire autour de moi qu'elles allaient être. Et pourtant, oui, c'est bien la vérité. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que ce qui est totalement clé dans le développement d'une entreprise, c'est l'exécution. Être très conscient de ce que l'exécution d'une idée va vouloir dire en matière concrète, d'engagement, de choix, d'allocation de ressources, de moyens, de méthodes, d'abnégation parfois. Je rappelais mes 15 années à 2 nuits par semaine à Paris. Quand on fait le choix d'habiter à Rennes, de vouloir vivre la Bretagne, ça se rapproche de l'abnégation. Voilà, donc ne pas être trop dans l'euphorie, hein, je suis toujours dans la réponse à la question qu'est-ce que je conseillerais aux jeunes, ne pas se laisser emmener trop par l'euphorie du moment. Aujourd'hui, tout paraît tellement facile, l'argent est abondant, les capitaux sont abondants, de multiples initiatives ont emmené une multitude d'entreprises et d'organismes vers le fait de déverser cet argent abondant sur le haut des bilans des entreprises nouvellement créées, sans voir parfois que finalement 80% d'entre elles, dans leur modèle économique, dans leur modèle d'exécution intrinsèque, n'auraient absolument pas besoin que des capitaux leur soient alloués par le haut de leur bilan, mais auraient juste besoin d'être aidés dans l'exécution de leur modèle pour que le bas du bilan, c'est-à-dire le résultat de l'exploitation, soit rapidement positif et progressivement à la hauteur des investissements requis. On est dans une période un peu folle. Et moi, j'invite les jeunes entrepreneurs à garder la tête froide, à ne pas se laisser berner à quelque part par cette apparente facilité, à être extrêmement lucide, à accepter un peu d'abnégation, à bien s'entourer, bien évidemment, à la fois sur un plan de qualité relationnelle aux autres, dans la Dream Team qui va constituer le socle de départ de l'entreprise, mais aussi dans une analyse objective de la complémentarité des compétences. Dans la complémentarité des compétences, j'ai dit tout à l'heure que le commerce était le nerf de la guerre, c'est vrai quasiment tout le temps. Je ne connais pas d'entreprise pour qui ça n'est pas vrai. Et donc on ne peut pas imaginer créer une entreprise autrement qu'en s'associant très tôt de vraies capacités commerciales. J'ai dit combien l'exécution au sens de la qualité des livrables, de la qualité de ce qu'on produit, que ce soit un produit justement, ou que ce soit un logiciel, ou que ce soit une application, ou que ce soit un service, ou que ce soit, que sais-je, la qualité est quelque chose d'absolument fondamental dans l'adoption par le marché, dans le fait de générer des références actives qui vont à leur tour aider, faciliter le développement de l'entreprise, donc l'exécution. Et puis, alors, last but not least, je dis souvent que l'entreprise est matière à rapport au temps et à rapport à l'argent. Beaucoup de fondateurs, beaucoup de créateurs, beaucoup de jeunes créateurs, parce qu'on est dans une époque où tout paraît tellement facile, où l'argent paraît tellement facile, où la narration des success stories, des startups qui ont levé des dizaines de millions et qui se sont revendus des centaines de millions, fausse complètement la perception de l'entreprise, je dis attention, sagesse dans le rapport au temps. On a le temps devant soi. Une entreprise n'est pas un feu de paille. On ne crée pas une entreprise pour se dire qu'on va la revendre dans 3 ans parce qu'on a été alimenté autour de soi par des dizaines d'expériences de start-up pour lesquelles il en a été le cas. On crée une entreprise dans une approche un peu épicurienne pour vivre un peu le temps, pour vivre un peu l'entreprise en chemin, avant d'atteindre le but. Et quel but d'ailleurs? Parce que
Je rappelle que probablement 80% des entreprises de nos territoires économiques sont des entreprises qui n'ont jamais eu d'autre finalité que d'être transmises familialement parlant. Alors, c'est un autre sujet. On ne peut pas sans cesse non plus prendre en otage les enfants et leur léguer l'entreprise de fait, parce que c'est comme ça, sans leur avoir posé la question de savoir si ça les intéressait et s'ils ne voulaient pas justement prendre la liberté de faire autre chose. Mais enfin, quand même, on peut avoir pour une entreprise un objectif à un peu plus long terme que les quelques années au bout desquelles on va faire la culbute, parce que de toute façon, les acteurs du capital risque qu'on aura accueillis à bord obligeront à quelque part, à une échéance relativement courte, que l'entreprise soit revendue, change de main ou restructure à quelque part son capital pour pouvoir chercher le juste retour sur leur investissement d'ailleurs, puisque tel est leur modèle et c'est un modèle comme un autre et il n'y a pas à le critiquer. D'ailleurs, heureusement qu'il existe pour certains domaines qui ont profondément besoin de lever de fonds. Mais rapport au temps et rapport à l'argent, avoir un rapport distant à l'argent, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on doit être une gravure de mode qui va se vêtir dans les boutiques de marque les plus chères de la place. C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on doit avoir une grosse voiture et encore moins une voiture allemande. C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on ne peut pas imaginer d'aller skier ailleurs qu'à Courchevel ou d'aller régater ailleurs que dans le golfe de Saint-Tropez. Donc un peu de tenue, un rapport sage à l'argent, modeste, un peu d'humilité, et les choses iront mieux. Voilà vraiment ce à quoi j'invite les jeunes créateurs. Rapport au temps et rapport à l'argent sage, mesuré. Et je vous promets que dans l'analyse que je fais du parcours d'un assez grand nombre d'entreprises, cette sagesse, ce rapport au temps et à l'argent mesuré paye énormément et vous seriez surpris de voir ce que sont sur le fond les trains de vie véritables d'un certain nombre de beaux dirigeants de très grandes entreprises familiales, à croissance organique, progressive, ancrées dans leur territoire, qui n'ont rien à voir avec les trains de vie auxquels beaucoup de jeunes créateurs, à l'heure de l'argent facile, des levées de fonds, se promettent. Hein. Voilà ce que je serais tenté de recommander. Ok, merci pour ces conseils. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a des échecs et des réussites. Dans une masterclass que tu as donnée l'année dernière, tu t'as dit on apprend beaucoup plus de l'échec que de la réussite. Donc moi, ce que je te demande aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Alors, c'est un élément fondamental et en même temps, il ne faut pas comprendre par défaut le grand échec, c'est-à-dire celui qui a failli mettre en péril l'entreprise, celui qui a failli vous faire tomber de la falaise dans la mer déchaînée. Les échecs s'apprécient aussi dans des dimensions beaucoup plus modestes, beaucoup plus courantes, qui sont les échecs du quotidien, les micro-échecs, et comme disait un ancien président de la République, les emmerdes, ça vole en escadre. Donc je vous confirme ça. Les échecs se suivent et ne se ressemblent pas et volent aussi en escadre. Mais ce sont les petits échecs de la vie. Donc ce qui est important, c'est de ne pas les fuir. Une fois de plus, c'est de ne pas se raconter des histoires, de ne pas se dire que si on a échoué ou micro-échoué, si on a tout simplement rencontré un vrai problème, si on s'est tout simplement trompé à cet endroit, à un moment ou à un autre, c'est parce que c'est la faute à l'autre. C'est parce que le marché n'était pas là, c'est parce que on m'avait promis quelque chose que je n'ai pas eu. Non, c'est en quoi je suis moi responsable, quelle est ma responsabilité dans l'échec.
lucidité, comme je le disais tout à l'heure, regarder ce que les choses sont et ce qu'elles ne sont pas, ne pas se raconter des histoires, faire l'analyse, la tête froide, lorsque l'échec est collégial, et il est souvent collégial parce que l'entreprise est un collectif, riche d'ailleurs de son collectif, eh bien accepter de faire cette analyse avec les autres parties prenantes de l'échec et concrètement se dire ce que l'on ne refera plus ou ce que l'on fera autrement, partager là encore avec d'autres chefs d'entreprise. Vous savez, les chefs d'entreprise sont en général des gens très pudiques qui finalement n'aiment pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce que la période actuelle, là encore, laisse à penser. Monter sur l'estrade et... voilà, les chefs d'entreprise sont des gens très pudiques, mais lorsqu'ils ont l'opportunité de se rencontrer entre eux, j'entends deux à deux, en tête à tête, lorsqu'ils ont l'opportunité de partager un café croissant, un déjeuner, un verre, que sais-je, un moment de convivialité et d'intimité, ils se racontent beaucoup de choses. Et c'est très libératoire d'ailleurs pour un chef d'entreprise que de pouvoir partager sur ses difficultés, sur ses échecs avec d'autres, avec ses pairs. On se rend compte d'ailleurs souvent voilà, qu'à des périodes différentes de la vie de nos entreprises, on a vécu des échecs comparables qui sont arrivés de façon assez similaire. Et je pense que c'est aussi un devoir que d'en parler. On ne peut pas toujours que parler de ce qui va bien, que parler des apparents succès, parce que non, la vie de l'entreprise, comme je le dis parfois, c'est une longue dérivée et c'est une succession de crêtes et de creux. C'est comment je le dis parfois, euphorie et dépression. Je dis parfois amplitude et fréquence. Amplitude et fréquence, c'est-à-dire que l'amplitude des situations, vous pouvez passer d'une situation d'euphorie totalement virtuelle, mais juste parce que voilà, vous venez de rencontrer un ou plusieurs grands succès, à une situation de déprime tout aussi virtuelle, juste parce que vous venez de rencontrer un ou plusieurs échecs cuisants. Et la fréquence à laquelle ces états changent est souvent très élevée, c'est-à-dire dans une journée, vous pouvez passer souvent plus d'une dizaine de fois d'un état à l'autre, ce qui fait que c'est du G, hein, c'est du G. On parle parfois des pilotes d'avions de chasse là, qui prennent du G dans leur voltige, dans leurs exercices, mais piloter l'entreprise, ça tire aussi beaucoup sur la couenne, parce que justement, on est soumis à ce G, on est soumis à cette dérivée terrible des crêtes et des creux, des succès et des échecs, et la tentation humaine, qu'on comprend parfaitement, serait forte de s'en tenir au succès, de se réfugier dans le caractère euphorisant des succès. Il faut aussi savoir s'attarder un peu dans le creux de la vague, dans le bas des échecs, pour les analyser, les savourer, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à en apprendre. Voilà ce que je serais tenté de dire. Et d'ailleurs, au passage, quand passe un temps, sans problème, sans emmerde, pardonnez-moi l'expression, sans échec, et là encore, échec du quotidien, il ne s'agit pas de dire que l'entreprise a failli disparaître, quand passe un temps sans emmerde, il est grand temps de vous inquiéter quant au fait qu'il n'y en ait pas. Et en général, vous avez à peine le temps de vous dire tiens, c'est curieux, j'ai pas eu d'emmerde depuis, que ça y est, il en arrive une, et selon la règle de l'escadre, tout de suite une dizaine derrière. Hein. Donc il n'y a pas d'entreprise vierge de problématiques, il n'y a pas d'état de grâce de l'entreprise à l'abri de tout échec, ça n'existe pas, c'est un peu comme le moteur à explosion, si vous voulez. Hein. C'est une succession interminable de succès et d'échecs. Donc, à quelque part, les échecs n'ont pas plus lieu que les succès d'être à ce point pointés, commentés, questionnés. C'est presque une drogue. Il en faudrait presque régulièrement pour ne pas perdre la main.
et pour pouvoir continuer à apprécier les vrais succès. Parce que s'il n'y a que des succès, ce en quoi je ne crois pas du tout, hein, les gens qui vous disent ça, c'est pas vrai. Alors, s'il n'y a que des succès, vous savez plus c'est quoi le succès, quoi. Vous n'avez plus le relief, quoi, en quelque sorte. Hein. Voilà. Je pense que ce sera une bonne conclusion pour le podcast. On va juste terminer avec une dernière question. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain podcast? Ah, alors comme on a beaucoup parlé de territoire, du territoire breton, et si on veut le ramener à Rennes et à sa région, voilà, il y en a beaucoup. Moi, il y a énormément d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise pour qui j'éprouve beaucoup de respect, beaucoup d'affection, beaucoup d'intérêt. En restant proche d'un certain nombre d'idées que j'ai voulu partager, j'en citerai d'abord deux. Je citerai par exemple David Godest de Dolmen, voilà, pour sa pugnacité, la dérivée dans laquelle il développe son entreprise, ses convictions, voilà, ce à quoi il prend soin, mais à la limite tu auras le privilège de lui poser toutes les questions que tu voudras, parce que je ne doute pas un seul instant que David accepte de se livrer. Jacques Lemanque également de Broadpeak, un peu dans la même veine, des gens qui font pas trop de bruit, qui exécutent beaucoup, qui sont, pour autant qu'on en parle de temps en temps, toujours très lucides, comme David, de là où ils sont, ce que les choses sont et ce qu'elles ne sont pas, qui font rayonner à quelque part la Bretagne en dehors de son territoire, et pour ce qui est des technologies de Broadpeak, souvent très très loin, hein, partout dans le monde. Voilà. Dans un autre univers, dans une autre génération, dans un autre modèle, je dirais, d'entreprise, j'ai aussi beaucoup d'affection et de respect pour Roland Beaumanoir, créateur du groupe éponyme, hein, dont tout le monde connaît les marques, Cache-Cache, Morgane, Bréal, Bonobo et d'autres encore, groupe malouin, très 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 ancré dans le territoire, là aussi très présent à l'étranger, et qui a vu très tôt, au cours des 10 dernières années, ça n'était pas donné de le voir, ce qu'allait être la transformation numérique, ce qu'allait être l'impact d'Internet, l'impact de l'économie du numérique sur ses métiers, sur ses business, et qui a osé entreprendre, réentreprendre sans cesse très tôt sur ce sujet, prendre des risques, échouer, on a parlé de l'échec, rebondir, refaire des choix, retrouver des opportunités. La transformation numérique de ce secteur, c'est un peu une vis sans fin. Et je pense que voilà, c'est un sujet sur lequel la pugnacité de Roland est assez remarquable, et c'est une personne tout à fait exquise, et je ne sais pas si son emploi du temps à court terme lui permettra de se libérer, mais probablement. Voilà. Et si tu en cherches un ou deux qui ne soient pas typiquement en Bretagne, encore que l'un d'eux est breton, Michel Paulin, qui est le tout nouveau directeur général d'OVH, qui est venu prêter main forte à Octave Klaba, qui en est le fondateur, a connu un parcours entrepreneurial aussi très très fort, et là totalement renouvelé parce qu'il est opérationnellement parlant à la tête d'OVH. Il est un peu à Octave Klaba ce que Jérémy Manigne, que j'évoquais tout à l'heure, est à Hugues Mély pour Niji, et d'ailleurs tout ce petit monde se connaît bien. Voilà, Michel est aussi quelqu'un qui peut raconter beaucoup de choses intéressantes et très inspirantes pour des entrepreneurs.
Et puis, voilà, je citerai aussi un ami toulousain qui s'appelle Guillaume Exbraya, qui est le fondateur d'un formidable réseau de franchisés dans le diagnostic technique du bâtiment, qui s'appelle Diagamter, et qui a aussi une histoire extrêmement intéressante à raconter, qui, comme moi, n'a entrepris qu'assez tard, sur le tard. Il était d'ailleurs, je crois, de quelques années mon aîné lorsqu'il l'a fait. On a eu l'occasion de travailler ensemble autrefois, et c'est assez peu connu, mais quand on regarde le parcours de cette marque, le parcours de ce réseau, tous les choix créatifs et de gestion que Guillaume a été amené à faire à la tête de Diagamter, c'est assez intéressant. On est dans l'univers de la franchise, hein, c'est un univers assez particulier qui est promis à un beau développement. On en a l'un des grands chantres ici sur notre territoire, en la personne de Louis Leduf, qui a même écrit un livre à ce sujet. Voilà, dans un autre domaine que celui du bien manger. Je pense que Guillaume peut être un entrepreneur intéressant. Voilà, donc parmi tout cela, il y en a forcément au moins 2 qui répondront présent. Je pense. Très bien, merci Hugues pour cet échange. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.